compter les instances d'un objet, enfin d'une classe, compter les instances d'une classe, donc le nombre d'objets de cette classe-là. Bien évidemment, vous ne pouvez pas le mettre au niveau des objets, puisqu'au moment où, tant qu'il n'existe aucun objet, vous n'auriez pas de place pour stocker l'attribut. Donc du coup, c'est assez logique que cela devienne un attribut de classe. Et je vous avais montré qu'en Java, c'était implémenté grâce à un mot-clé qui rappelait pas trop le type de concept qui était implémenté par ce mot-clé. Donc c'est le mot-clé statique qui va représenter cette notion de membre de classe. Et on va l'utiliser, donc je vous ai montré différentes utilisations, soit pour définir ce qui se rapproche le plus d'une constante en Java, soit pour être utilisé justement dans ce système de comptage d'instances. Et je vous avais montré également qu'on pouvait tout à fait avoir une méthode statique, c'est-à-dire une méthode qui serait rattachée à la classe elle-même et non pas aux instances. Ce qui fait que quand vous l'invoquez, comme ici, vous l'invoquez non pas avec une référence sur un objet, mais tout simplement avec le nom de la classe. Oui, je ne sais pas ce qui a coupé, mais disons que c'était un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc ce que je rappelais, c'est que le mot-clé statique était utilisé en Java pour implémenter la notion de membre de classe. Et donc, ce mot-clé, on peut le trouver avec des attributs. Dans ce cas-là, l'attribut nb-instance devient un attribut de classe, donc il n'est pas rattaché aux instances, pour des constantes associées à final. Donc là, on est vraiment sur des constantes comme E ou pi, c'est-à-dire que ce n'est pas des constantes qui sont liées uniquement à la classe, mais en général, enfin, c'est évidemment lié à la classe, c'est un membre de classe, mais c'est généralement utilisé pour des constantes qui ne sont pas dépendantes de la classe elle-même. Et aussi pour les méthodes. Dans le cas des méthodes, ça vous permet d'invoquer la méthode en question sans avoir aucune référence sur un objet, puisqu'il suffit de mettre le nom de la classe pour le faire. Voilà. Alors, je vais repasser sur les slides. Pourquoi je vous ai parlé de ça aussitôt dans le cours? Parce que en Java, le choix a été fait de représenter le programme principal par une méthode de ce type-là. Ça veut dire que ce qui va représenter le programme principal en Java, c'est une méthode de classe. Alors, je reviens juste là-dessus. Je reviendrai sur le slide précédent juste après. La méthode en Java qui va représenter le point d'entrée du programme est justement une méthode de classe. Le nom de cette méthode, enfin même la signature de cette méthode vous est imposée par le langage. Ça veut dire que le point d'entrée de votre programme, ce que vous appelez le programme principal par exemple en C, c'est une méthode de classe qui va avoir pour nom main et pour signature, la signature qui est précisée ici. Ça veut dire que vous voyez en particulier, c'est une méthode de classe parce que vous avez cet attribut statique, ce mot-clé, pardon, statique, qui est dans la signature de cette fonction. Et vous ne pouvez pas changer cette signature, elle est toujours comme ça. Le paramètre qui est passé ici, donc comme vous le voyez, c'est un tableau de chaîne de caractères, et ça va représenter en fait les arguments qui seront passés en ligne de commande à votre application. Si je vous montre par exemple sur IntelliJ, ça correspond à ce que vous avez quand vous regardez les configurations d'exécution. Voilà. Donc ce que vous allez mettre, donc, quand vous exécutez un programme, ça je vous l'avais montré tout à fait au début, vous allez préciser quel est le nom de la classe qui va contenir cette méthode main, puisque la méthode main étant une méthode de classe, vous pouvez éventuellement en Java avoir plusieurs méthodes main qui vont être dans différentes classes. Par contre, au moment où vous lancez votre programme, vous allez décider de quelle méthode main vous allez appeler, c'est-à-dire de quelle classe, dans quelle classe le système d'exécution va aller chercher la méthode main. Donc là, du coup, on précise la classe. Donc là, je vais dire que je veux la méthode main qui se trouve dans point and circle. Et éventuellement ici, je peux passer des arguments sur la ligne de commande. Ces arguments de ligne de commande, je les récupère dans mon programme, dans cette
dans cette variable, dans ce paramètre, qui est en fait un tableau de chaîne de caractères. Donc là, pour ça, ça ne doit pas beaucoup vous changer, puisqu'en C, c'est le même fonctionnement. Vous avez aussi un tableau de chaîne de caractères qui est passé en paramètre, alors, si ce n'est qu'il y a la taille qui est passée d'abord. Quand Java, on n'a pas besoin de la voir, puisqu'elle est intégrée dans le tableau, mais c'est le même principe. Alors, sur l'usage, alors c'est un petit inconvénient que le main soit d'une méthode de classe, parce que justement, la méthode de classe n'étant pas rattachée à un objet, vous vous retrouvez dans un contexte où vous avez finalement une méthode qui ressemble très fortement à une fonction ou à une procédure classique, c'est-à-dire qui n'est pas rattachée à un objet. Donc si vous n'y prenez pas garde, vous allez vous retrouver à développer dans le main comme vous développiez dans une fonction, dans la fonction main en fait du C, et vous allez vous retrouver à écrire un programme procédural en Java, ce qui n'est pas l'objectif. C'est pas qu'on ne peut pas le faire, hein. On peut évidemment écrire un programme procédural en Java, le langage le permet, mais ce n'est pas le but, puisque si on choisit un langage qui supporte les concepts objets, c'est probablement parce qu'on veut développer un programme objet. Donc dans ce cas, il faut éviter d'aller contre le langage en contournant finalement ce que vous apporte ce langage. Le rôle du programme principal dans un contexte objet, c'est finalement de lancer, d'initialiser les interactions qui vont se dérouler entre les objets. Donc ce que l'on veut, c'est que le programme principal, il ne fasse pas finalement le travail, mais il se contente de créer les objets, les instances de classe qui vont être ensuite utilisées durant l'exécution de l'application, et qu'il démarre les interactions entre eux. Donc gardez en tête que vous devez finalement réduire le programme principal à son minimum, de façon à ne pas rester dans des méthodes de classe trop longtemps, indéfiniment, et vous devez finalement transmettre le flot d'exécution assez rapidement à des objets. Donc le rôle de ce programme principal dans une application objet, c'est de créer des objets et ensuite de lancer les interactions entre ces objets. Donc finalement d'initialiser la chose, mais pas de faire des traitements. Ouais, ça c'est peut-être un peu brutal. Donc du coup le main va ressembler, alors je peux vous le montrer ici. Alors là je vous ai fait un main qui n'a pas un intérêt très... c'est juste un exemple, donc la fonction main que vous allez utiliser à cette signature-là, laissez tomber le throws pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser tout de suite. Vous voyez la signature, elle correspond à ce que je vous ai mis dans le slide. Évidemment, il y a un bloc de code, ça veut dire que vous avez l'accolade ouvrante, l'accolade fermante, et puis au milieu, vous avez la partie des instructions que vous allez utiliser. Et donc, le rôle, c'est effectivement d'initialiser des objets et ensuite de les faire interagir. Alors là, évidemment, il n'y a pas d'interaction entre mes objets, puisque ce que je voulais démontrer, c'est juste un exemple d'usage de méthode de classe. Mais sinon, l'objectif, ça va être de déclencher les échanges entre les objets. Alors, je crois que là-dedans, j'ai un main un peu plus... Alors, une autre façon de... Alors, pour éviter de faire trop de choses dans le main en Java, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne rien y faire. C'est-à-dire de limiter au strict minimum ce que vous allez pouvoir faire dans la fonction main. Donc, ce que je vous propose de faire, je vous donne un exemple, je vous expliquerai les détails des énumérations un petit peu après. Pour arriver très rapidement, le but du jeu, c'est d'arriver très rapidement à manipuler des objets. Pour ce faire, la première chose qu'on va faire, c'est que finalement, on va transférer le flow d'exécution du main, qui est une méthode de classe, vers une méthode d'objet, d'instance habituelle. Donc, ce que va faire le main, c'est simplement créer un objet et appeler une méthode sur cet objet. Donc, le main que je vous conseille de faire, c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. La seule chose qu'il fait, il crée un objet application. Alors, la création est un petit peu particulière dans ce cas-là, c'est lié au type de classe que j'ai choisi là.
il crée un objet et lui transfère le flot d'exécution. Alors, ça n'a l'air de rien de spécial, mais ce que ça gagne, enfin, ce que ça vous permet de faire, c'est que vous voyez ici, on est dans une méthode de classe statique, et là, on est dans une méthode qui n'y l'est plus. Donc là, c'est bien la méthode run, c'est bien une méthode d'instance à l'intérieur d'un objet, alors que la méthode main, ici, c'est une méthode de classe. Voilà la différence. Donc je vous conseille, pour ne pas tomber dans des travers où vous allez vous retrouver à programmer en procédural dans un langage à objet, je vous conseille de faire ça, c'est-à-dire très rapidement de transférer le flot d'exécution à une méthode qui soit une méthode d'instance et non pas une méthode de classe. Alors, qu'est-ce que... Oui, donc je vous explique les énumérations puisque la syntaxe que je vous ai montré là, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Donc les énumérations en Java, alors c'est un truc que vous avez peut-être déjà vu en... Je vais y venir, je vais t'expliquer maintenant ce que c'est qu'environnement, puisque c'est le nom d'un objet, mais qui est créé de façon un petit peu particulière, justement du fait qu'on utilise non pas une classe, standard, mais on utilise une classe particulière qui s'appelle une énumération. Donc le mot-clé qu'on utilise pour créer cette structure, c'est pas classe, mais c'est enum. Et c'est ça qui va nous servir pour justement créer de façon un peu spécifique cet objet-là. Mais je viens aux explications tout de suite. Donc vous avez sûrement déjà rencontré cette notion d'énumération en langage C qui vous permet de définir des constantes, presque des nouveaux littéraux si vous voulez, mais qui sont un peu contraints en C, c'est des entiers, c'est pas très propre, parce que les constantes que vous définissez sont assimilées à des entiers, et donc du coup vous n'avez pas de contrôle de type qui s'applique sur ces constantes-là. C'est-à-dire que les énumérations en C sont toutes plus ou moins compatibles en termes de type. Là en Java, c'est pas la même chose, c'est la même idée, c'est-à-dire que les énumérations vont vous permettre de créer des constantes particulières, d'un type particulier que vous allez définir, et de, par contre, typer ces constantes. Ça veut dire que quand vous créez une énumération, le type des constantes de cette énumération seront du type de l'énumération, et si vous créez une seconde énumération, ce ne sera pas le même type, et donc les deux types ne seront pas compatibles, donc vous ne pourrez pas utiliser les constantes de l'une avec les constantes de l'autre. Donc vous aurez un contrôle de typage qui va se rajouter sur ces énumérations. Donc à quoi est-ce que ça va vous servir? Donc un type énuméré, donc qui sera introduit par ce mot-clé enum en Java, c'est une classe. C'est juste une classe particulière. La particularité de cette classe, c'est que les instances de cette classe, vous n'allez pas les créer comme pour les autres classes avec new, vous ne pourrez pas créer de nouvelles instances de la classe, parce que ces instances sont fixées au moment de la compilation. Ça veut dire que vous allez les déclarer quand vous écrivez la classe. Quand vous déclarez la classe, quand vous définissez la classe, vous allez immédiatement préciser quelles sont les instances de cette classe qui seront créées par l'environnement Java. Et donc c'est comme ça qu'on obtient des espèces de constantes, parce que tout ce que vous allez déclarer dans ce type énuméré sont des objets que vous avez dès le début du programme. Alors en plus de ça, le type énuméré vous rajoute un certain nombre de méthodes utilitaires que vous allez pouvoir utiliser éventuellement, par exemple, pour parcourir l'ensemble des constantes disponibles dans votre énumération. Alors je vous montre, je reviens sur mon exemple qui est plus simple, donc je reviens sur celui-là, puis je vous montre l'exemple du tutoriel Java juste après. Donc qu'est-ce que c'est qu'une énumération? Une énumération, c'est une classe, donc ça a la même structure qu'une classe. Donc, ça a un nom, c'est défini à l'intérieur d'un bloc de code, donc entre ces deux accolades. La différence, c'est que vous allez l'introduire non pas par le mot-clé classe, mais par le mot-clé enum. Par contre, il est clair que ce que vous définissez, c'est une classe. La particularité donc de cette classe, c'est que tout ce que vous allez trouver ensuite, c'est identique à ce que vous allez placer dans une classe. Ça veut dire que vous pouvez avoir des attributs, vous allez pouvoir avoir des méthodes, qu'elles soient publiques ou privées, enfin, là, vous allez pouvoir définir tout ce que vous voulez à l'intérieur de cette énumération. Par contre, il y a une petite chose qui va changer,
c'est que la première ligne, juste après enum, c'est-à-dire celle qui se termine par un point-virgule ici, va représenter la liste des instances de cette classe. Donc dans mon cas, dans mon exemple ici, j'ai une seule instance, sur les instances non, sur les types, enfin sur les attributs, sur les membres, oui. Les instances sont accessibles. Si tu as accès à la classe application vide ici, tu as accès à l'instance environnement. Donc, vous allez définir les instances que vous voulez créer, enfin plus exactement, dont vous voulez déléguer la création à la machine virtuelle Java. Et donc, à l'initialisation du programme, automatiquement, cet objet environnement, qui est une instance de la classe application vide, sera créé automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de faire un new pour le créer. De plus, vous ne pourrez pas faire un new. Ça veut dire que je ne pourrai jamais créer de nouvelle instance de application vide. Ce qui fait que dans le main, quand je veux appeler l'opération, la méthode sur l'instance environnement, j'ai rien de spécial à faire, si ce n'est que préciser environnement, qui est une référence sur un objet de type application vide, et puis appeler une méthode sur cet objet, tout simplement. Et donc, je suis sorti de ce contexte statique pour me retrouver dans une méthode d'un objet. Il faut considérer que cet objet-là, c'est un objet application, c'est-à-dire c'est l'objet qui représente l'application qui va s'exécuter. C'est souvent utile pour notamment enregistrer sous forme d'attributs dans cet objet des informations de configuration, des choses qui sont partagées. Alors il ne faut pas trop en mettre parce que ça devient des variables globales si vous voulez, mais ça va être des attributs qui vont être partagés par un petit peu tout le programme. Quand vous avez besoin d'accéder à la configuration de votre programme, ça peut être là. Si vous avez des fichiers qui sont ouverts, dont vous avez besoin d'avoir accès de partout, ça peut être stocké comme attribut de cette classe, etc. etc. Donc il ne faut pas en abuser parce que ça ressemble quand même beaucoup à des variables globales, mais ça peut être très utile pour qu'on ait partout dans le programme accès à un certain nombre de choses. Parce que l'intérêt, évidemment, c'est que cet environnement-là, cette classe et cette instance sont accessibles de partout sous cette forme-là. Préfixés ou non par application vide, mais on y a accès de partout dans le programme. Donc c'est aussi un endroit assez pratique pour stocker des choses qui doivent être partagées. Là où vous mettez encore une fois les variables globales dans un programme C. Même s'il faut éviter d'en mettre, on se retrouve parfois à devoir stocker des informations qui vont être partagées par toute l'application. Autre exemple qui vient du tutoriel Java que vous trouverez sur le web, on peut utiliser, par exemple, je veux fixer cette fois-ci plusieurs constantes. Donc, vous voyez, c'est une liste qui va de Mercure à Neptune, qui se termine par le point virgule, comme la dernière fois, et comme la précédente, et chaque constante est séparée par des virgules. Oui, bah là c'est pareil, c'est défini un petit peu de façon particulière en Java, c'était initialisé en amont des initialisations de votre programme. Donc vous n'avez pas à vous en occuper, c'est initialisé au préalable. Pour vous montrer que cette énumération planète, non, c'est pas un define en C, c'est plutôt une enum en C. Define, ça va vraiment définir, c'est très différent parce que le DSDefine, c'est traité par ce qu'on appelle le préprocesseur en C. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en amont de la compilation et qui se contente de faire de la substitution de chaînes de caractères. Même si c'est un petit peu évolué parce que vous pouvez éventuellement avoir des macros, on sait le DSDefine par exemple vous permet de faire ça. Ça reste de la substitution de texte. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle de type, par exemple, sur un DSDefine en C. Sur une énumération, ça va un petit peu plus loin. Les énumérations en C, le type enum en C, vous permet de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, à ce que je vous ai montré en Java, mais qui est moins puissant parce que le typage, le contrôle de type, n'est pas vérifié en C. En Java, vous avez un contrôle de type. L'énumération planète ici est absolument pas compatible en termes de type avec l'énumération application vide que j'ai créée ici. Je ne peux pas affecter, si j'ai une référence sur application vide, je peux pas y affecter environnement, enfin je peux y affecter environnement, mais je ne pourrais pas y affecter une planète.
En C, les énumérations sont de type entier, enfin les constantes des énumérations sont de type entier, et donc je peux affecter un peu tout à tout. Ce qui pose problème parce que du coup, j'ai pas de contrôle de type. Donc c'est pas des define, et c'est un peu plus puissant que les enums en C. En tout cas, c'est plus sûr que les enums en C. Si vous regardez l'intérieur de cette classe, donc tout ce qui est défini ici, bah, vous voyez que c'est une classe tout à fait normale. Ça, c'est des choses qu'on va trouver aussi dans une classe. Vous voyez, il y a un constructeur, il y a des attributs, il y a des méthodes, il y a une constante, il y a même une méthode main. Donc tout ça, vous pouvez le définir à l'intérieur de votre énumération. Encore une fois, la seule particularité, c'est que la première ligne ici, c'est l'initialisation, la création, l'instanciation des objets de cette classe. Vous ne pourrez pas créer d'autres objets après. Comme cette classe a un constructeur, bah, les objets sont créés en passant les paramètres de ce constructeur. Donc par exemple, pour la planète Mercure, vous allez passer ces valeurs-là au constructeur. C'est comme si vous faisiez new planète en passant ces trucs-là. Sauf que c'est une syntaxe un peu particulière parce que les constantes sont connues au moment de la compilation, enfin en tout cas en statique, à l'intérieur du code source de votre programme. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez utile en Java pour justement définir ces constantes. Donc bah, c'est important je pense que c'est important que vous la connaissiez. Donc voilà pour la partie méthode de classe. Une autre notion un petit peu avancée aussi en rapport avec les classes, c'est la généricité. Alors c'est pareil, je vous en parle parce que par la suite, on va rencontrer, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez souvent, et en particulier quand je vous parlerai de la bibliothèque de gestion de collection, donc les listes, les piles et autres. Et cette bibliothèque, qui fait partie de la bibliothèque standard Java, s'appuie directement sur cette notion de généricité. Alors qu'est-ce que c'est que la généricité? C'est pas quelque chose qui est spécifiquement orienté objet, on pourrait tout à fait trouver ça dans un langage procédural comme le C par exemple, c'est pas le cas mais on pourrait. C'est quelque chose qui va vous permettre de paramétrer une classe ou une fonction par un type. L'exemple que je peux vous prendre, que vous connaissez peut-être en C, c'est la macro max en C. On peut la définir avec un DSDefine en C, justement, puisqu'on en parlait du DSDefine tout à l'heure. Parce que, si vous voulez, par exemple, trouver le maximum de deux nombres en C, ce qui est compliqué, c'est que les types sont évidemment particuliers. C'est-à-dire, si vous écrivez une fonction, vous allez dire c'est le max de 2 entiers, ou alors c'est le max de 2 doubles, ou alors c'est le max de 2 florins. Si vous voulez être très général, en C, vous allez avoir du mal. Vous aimeriez écrire une fonction max qui dit c'est le max de 2 nombres. Mais ça, en C, vous ne pouvez pas l'exprimer. On ne peut pas dire je veux faire le max de 2 nombres. Pour contourner cette limitation-là du C en termes de langage, on va utiliser le préprocesseur. Et donc on va écrire un DSDefine qui va faire le travail. Je peux peut-être même vous trouver un exemple de ça. Pardon. Hop. Pour que ce soit plus concret. Donc la façon de définir une fonction, alors c'est pas exactement une fonction, mais quelque chose qui va vous permettre de ne pas dépendre du type des paramètres en C, comme le C ne vous permettra pas de faire de la généricité, on va retomber sur l'usage d'une macro. Donc, vous pouvez regarder celui-là, cette version-là est plus simple, même si elle n'est pas tout à fait complète. Comment on écrit ça? On écrit ça avec un DSDefine, et encore une fois, c'est de la substitution de texte. Ça veut dire que chaque fois que dans le programme, le préprocesseur rencontre cette chaîne de caractères-là, il va la substituer par cette chaîne de caractères-là. Et vous voyez qu'ici, dans cette définition-là, on ne parle absolument pas du type de X ou du type de Y. Ça veut dire que quel que soit ce que vous allez mettre dans votre programme dans le X et dans le Y, ça va être substitué et vous allez avoir cette expression-là qui va être écrite à la place. Donc,
Ensuite, le compilateur va faire son travail. Si les types sont compatibles, ils sont utilisables par exemple avec le inférieur strict, le compilateur va laisser faire. Si par contre les types sont incompatibles, vous aurez un souci. Mais c'est quelque chose qui n'est pas supporté directement par le langage, c'est quelque chose qui a été ajouté par le préprocesseur. La généricité va justement vous permettre de faire ça, mais en conservant la vérification de type. Ça veut dire que vous allez pouvoir paramétrer certains types de fonctions ou certains types au niveau d'une classe en disant le type, je ne le précise pas maintenant, il est générique, je le nomme comme je nommerais une variable, et cette variable-là, au moment où j'en ai besoin, je dirai ce que c'est. Alors, pour vous montrer un exemple, ici, je pourrais décider de définir cette notion de cercle dans différentes dimensions. Et donc, le centre du cercle, je préférerais ne pas préciser mon cercle représenterait soit un cercle dans le plan, soit une sphère, par exemple, dans l'espace. Et je décide donc, pour cela, de ne pas préciser le type du centre du cercle. Ça pourrait être un point en 2D, donc qui contiendrait que des coordonnées x et y, ou alors un point en 3 dimensions qui contiendrait 3 coordonnées x, y ou z. Pour ne pas préciser ça en amont, chose qu'on ne peut pas faire normalement, puisque dans les classes, quand je vous les ai montrées, chaque attribut possède un type, j'ai une syntaxe particulière qui va indiquer que cette classe, cercle, va être paramétrée par un type. Donc elle va être générique et va être paramétrée par un type. Et on le voit ici sur le schéma, dans le coin en haut à droite de la classe, on dit que T, ça va être un type particulier qui sera utilisé à l'intérieur de la classe. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin de faire pour définir une classe générique, puisque ensuite, T va être utilisé comme un type à l'intérieur de la classe. Donc vous voyez, le type de l'attribut centre, ça devient T. Le type du paramètre centre, ça devient également T. Et puis, ça peut être le type de la valeur de retour de la fonction getCentre. Vous voyez, on utilise T ensuite tout à fait comme un type quelconque. En Java, ça va se traduire par... c'est un petit peu trop technique pour tout de suite. Voilà. Je vous montre directement la syntaxe. Donc, la définition de la classe qui va être générique, oui, c'est presque la même chose que les templates. En termes de syntaxe, c'est très proche. C'est pas tout à fait la même implémentation. Dans le template C++, on est vraiment dans on va vraiment générer du code. Ça veut dire qu'on va vraiment instancier le template pour donner une classe. Et ensuite, on va utiliser cette classe. Là, en Java, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas ces deux étapes, mais le mode de fonctionnement est le même. En tout cas, c'est le même usage que les templates C++, mais en Java, c'est un petit peu moins puissant. Il y a des choses qu'on peut faire avec des templates en C++ qu'on ne fera pas avec les templates Java. Sinon, en termes de syntaxe, on est au même niveau. Quand on veut définir une classe générique, on définit la classe avec la définition standard, sauf qu'on rajoute une syntaxe particulière pour dire, dans le bloc de code qui suit, je vais utiliser un identifiant que j'appelle T, et cet identifiant représente un type, donc générique, que je ne précise pas à ce moment-là, et que je vais utiliser de différentes façons à l'intérieur de ma classe. Dans la classe, je vais l'utiliser de la même façon, je vous ai montré sur mon petit exemple, ça peut être une valeur de retour, ça peut être le type d'un attribut. Et au moment où je vais vouloir utiliser cette classe, donc je vais vouloir faire un new de la classe cercle pour créer un nouveau cercle, et donc évidemment, là au moment où j'instancie ma classe, je ne peux pas le faire sans préciser quel est ce type-là, parce que ne serait-ce que pour faire l'allocation de la mémoire nécessaire, si je reviens sur mon petit exemple ici, quand je vais vouloir allouer, instancier un objet de ce type-là, ne serait-ce que pour allouer de la mémoire correctement, il faut que je sache quel est le type réel de cet attribut centre. Donc au moment où je crée mon objet, j'ai besoin d'avoir l'information de qu'est-ce que c'est que ce type T. Donc, au moment de la création,
je vais le préciser. Donc je le précise à 2 endroits. Alors après, il y a une syntaxe qui va faire que je le précise qu'à un seul endroit, mais il faut bien comprendre qu'il y a 2 endroits où ça va avoir un impact. Sur la référence, sur le type de la référence, donc là C, c'est une référence de type cercle avec un point 2D comme paramètre de type. Et quand je crée l'instance, je vais créer l'instance de cercle en précisant, alors je peux le préciser ou pas, justement, c'est une syntaxe particulière qui allège la notation, mais normalement je fais new, cercle, et dans le inférieur supérieur, ici, je vais écrire .2D, parce que c'est pas n'importe quel cercle que je vais instancier, mais c'est un cercle dont le paramètre de type est fixé à .2D. La syntaxe allégée s'appelle la notation diamant, et vous permet de ne pas répéter 2 fois le type que vous allez préciser pour le type générique. Donc, comme il est précisé sur la déclaration de la variable, vous n'avez pas besoin de le remettre à ce niveau-là. Par contre, si vous n'aviez pas ça et que vous faisiez ce new dans un autre contexte, il faudrait préciser ici le type, le paramètre effectif du type. Donc, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que ça va vous permettre de créer des espèces de familles de classes qui seront variables en fonction du type que vous allez mettre à l'intérieur. Si je reprends ce que je voulais faire tout à l'heure, donc le cercle, je le définis en mettant le type T en paramètre générique. Ça veut dire que je peux utiliser à l'intérieur de ma classe ce type T comme n'importe quel type. Donc mon centre, il est de type T, cette fois-ci, c'est le type du point qui représente le centre. Quand je veux passer en paramètre un centre, il sera également de type T. Et quand je veux récupérer le centre du cercle, je récupère aussi une instance du type T. Donc, vous voyez, cette classe cercle-là, vous pouvez utiliser n'importe quel type à la place du type centre. En plus, comme on ne fait rien de spécial avec le centre, si ce n'est le stocker, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel type. Donc, il n'y a rien ici qui vous empêche d'utiliser autre chose qu'un point. N'importe quel type fera l'affaire. C'est juste que ce que vous allez mettre là, ça représentera l'attribut centre de votre cercle. Donc en général, on va mettre un point. Mais sur cette syntaxe-là, il n'y a aucune contrainte effectivement là-dessus. Comment on utilise la classe générique? À chaque fois qu'on voudra créer une instance de ce cercle, on va préciser le type générique. On va définir le type générique. Donc par exemple, si je veux le faire en un cercle en 2 dimensions, je vais définir C1 comme étant une référence sur un cercle dont le type générique a été instancié avec .2D, et je vais créer, quand je vais appeler new cercle, je vais préciser .2D. Alors, encore une fois, je peux m'en dispenser. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai appelé la notation diamant. Puisque ici, j'ai précisé .2D, je peux m'abstenir de le repréciser ici. Mais il faut bien comprendre dans votre réflexion que c'est juste un allègement de la syntaxe, mais que ça n'enlève rien au fait que pour créer ce cercle, il faut savoir quel est le type du centre du cercle. Et donc bien sûr, puisque vous avez dit que c'était .2D, le premier paramètre que vous passez, qui est censé être de type T, doit être de type .2D. Évidemment, comme c'est un point 2D, on va pouvoir faire par exemple getAbsciss, qui est une méthode de ce point. Même chose, si je veux faire une sphère en 3 dimensions, cette fois-ci, le type que je vais passer en paramètre de cercle, ça va être .3D. Et à partir de là, le centre du cercle devient de type .3D, et donc je lui passe en paramètre le type .3D. Ce qui veut dire que quand je fais mon getCentre, je peux appeler des méthodes qui font partie de la classe .3D, et que évidemment je n'aurais pas pu appeler sur la classe .2D. Ce que je vous ai montré là, ça s'applique, cette syntaxe en tout cas, s'applique sur des classes. On peut aussi vouloir appliquer ce principe-là sur des méthodes, c'est-à-dire
finalement écrire des fonctions génériques. On n'a pas besoin que ce soit forcément une classe qui soit totalement paramétrée par un type, mais à l'intérieur d'une classe, je peux avoir besoin de paramétrer quelque chose par le type. Si je reprends mon exemple que je vous ai montré tout à l'heure en C de la fonction max, je vais pouvoir définir en Java une fonction max. Alors pour l'instant, regardez cette partie-là, où je vais dire ma fonction max, elle prend en paramètre, elle prend deux objets en paramètre, quel que soit leur type, et elle renvoie l'un des deux en paramètre, donc le type T. Alors là, il y a quand même une contrainte, c'est que les deux objets doivent être de même type. Vous voyez, il n'y a qu'un seul paramètre générique, donc les deux objets doivent être de même type. On ne pourra pas prendre le maximum de deux objets différents. De types différents, pardon. Et pour la syntaxe qui va vous permettre d'écrire ça, elle est juste avant. Donc on va juste, devant la signature de cette méthode-là, on va préciser que T, c'est un type générique. Donc toujours pareil avec la syntaxe inférieure-supérieure, et ça indique que dans la suite, c'est un type générique. Après, qu'elle soit publique statique, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un choix. Au niveau de l'invocation, alors la plupart du temps, on va utiliser ça avec de l'inférence de type. Ça veut dire que c'est l'environnement Java, c'est la machine virtuelle Java qui va déterminer, et le compilateur, qui vont déterminer le type des paramètres. Vous voyez, I1 et I2 ici sont de type integer, et donc le max va s'appliquer, va s'instancier pour un max entre des entiers. Mais on peut aussi le paramétrer de cette façon-là, où vous voyez qu'on a rajouté entre le point et le nom de la fonction le paramètre effectif qui va remplacer le type générique. Ça doit être la fonction max en Java, ça doit faire partie de la classe math. J'essaie de vous le retrouver rapidement. Non, là, il est défini, vous voyez, pour chaque... ce qui a été fait, c'est de le définir à chaque fois pour chaque type. Donc, il n'y a pas de version générique de max dans la bibliothèque mathématique. Donc là, vous voyez, c'est fait pour chaque type primitif. Vous allez avoir un max qui va faire le travail, le int, le long, le double, etc. Donc, le choix a été différent en Java, c'est de ne pas écrire cette fonction de façon générique. Alors il y a un petit souci avec ça, c'est que si j'écris ça comme ça, quand je vais implémenter, donc ici en fait, quand je vais implémenter ma fonction max, vu que je ne sais rien sur le type T, tout ce que je peux supposer à l'intérieur de mon implémentation de max, c'est que le type c'est object, c'est-à-dire le type le plus général de la bibliothèque Java. Et le problème du type object, c'est que je ne peux pas faire grand-chose avec. En particulier, il y a très peu d'opérations, de méthodes, que je vais pouvoir appliquer sur le type object. Et donc, ce qui va me bloquer, c'est que sur mon objet O1, je ne pourrai pas appeler de méthodes qui vont me permettre de le comparer à O2. Parce que je vous rappelle, en Java, il n'y a pas de redéfinition d'opérateur. Ça veut dire que le inférieur entre O1 et O2, je ne vais pas pouvoir l'écrire. Je ne pourrai jamais écrire if O1 inférieur à O2, alors tu fais ça. Ça ne sera pas possible, puisqu'il n'y a pas de surcharge d'opérateur en Java. Et de toute façon, quand bien même il y en aurait, la surcharge d'opérateur, c'est juste une façon, on va dire, élégante d'appeler certaines opérations. Donc pour que je puisse comparer O1 et O2, il me faut une opération, par exemple plus petit que, où je pourrais écrire O1, point, plus petit que O2, et qui me renverrait vrai et faux. Mais ça, je ne pourrais pas l'écrire, parce que ce que suppose le compilateur, puisque j'ai rien précisé, c'est que O1, c'est le type le plus général, c'est object, et object ne comporte pas cette méthode plus petit que. Alors heureusement, j'ai un moyen de faire un petit peu mieux que ça, en utilisant quelque chose qui s'appelle la généricité contrainte. Ça veut dire que cette fois-ci,
je vais expliquer au compilateur que ce que je vais lui passer en paramètre, ce n'est pas un objet quelconque. Donc le type T que je vais utiliser, il est certes générique, mais ce n'est pas n'importe quel type générique. C'est un type générique qui va avoir un certain nombre de caractéristiques. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que la syntaxe n'est pas très sympa. Donc je vais juste prendre le cas le plus simple de la généricité contrainte en Java. Pour le reste, je vais passer sous silence toutes les petites subtilités qui viennent avec. C'est un petit peu compliqué. Donc le cas le plus simple, c'est j'ai envie que mon type T, il ait un certain nombre d'opérations. Ça veut dire qu'en fait, je ne veux pas que T il soit un type quelconque et donc qui se retrouve à être équivalent à object, enfin qui ne contienne que les propriétés de object, mais je veux qu'il en ait un petit peu plus. Et donc je vais dire, alors extends, je vous montrerai, c'est le mot-clé qui va être utilisé en Java pour l'héritage. Donc je vais préciser que T, c'est un sous-type de number. Et number, c'est une classe de la bibliothèque Java qui représente, c'est une classe abstraite qui représente des nombres. Donc si je regarde par exemple, si je reviens ici, je vais peut-être d'ailleurs trouver number quelque part dans ma page. Est-ce que j'ai une référence à la classe number quelque part? Non. Alors, je vais remonter. Voilà. Voilà. Si je regarde la classe number, vous voyez, ça fait partie du package standard de Java. Cette classe number, elle est un peu plus évoluée que la classe object. Vous voyez que la classe object qui contient cet ensemble de méthodes-là, elle contient quelques méthodes supplémentaires. C'est pas l'idéal, mais enfin j'ai un certain nombre de choses. Par exemple, ce que ça va me permettre de faire pour faire un max, c'est de convertir tout le monde, donc O1 et O2, dans une valeur scalaire, donc un float ou un int, peu importe, et de les comparer, cette fois-ci, avec l'opérateur inférieur, puisque comme j'ai des types primitifs, je pourrais utiliser les opérateurs arithmétiques habituels du langage Java. Donc vous voyez, le fait d'avoir contraint cette généricité, d'avoir dit que T, c'est pas n'importe quoi, mais c'est un sous-type de number, va me permettre d'invoquer sur O1 les choses qui sont spécifiques à number. Par exemple, je pourrais dire que je veux faire O1.floatValue. Et le fait de faire ça, ça va me permettre d'écrire, une fois que j'aurai converti O1 et O2, donc je vais pouvoir écrire quelque chose du type if O1.floatValue est inférieur à O2.floatValue, alors return O2 par exemple. Donc, ce que j'aurais pas pu faire avec la syntaxe précédente, parce que là, je n'aurais jamais pu écrire O1.floatValue. Je ne détaille pas plus la notion de généricité contrainte, encore une fois, parce que la syntaxe n'est pas très sympa. Mais celle-ci peut vous être utile si jamais vous utilisez la généricité. Souvent, on va utiliser, en tout cas au début, en ce qui vous concerne, vous allez plutôt utiliser des classes qui sont génériques, notamment celles qui font partie de la gestion de collection. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tous les détails de la syntaxe de la généricité. Ce qu'il vous faut par contre, c'est plutôt la façon dont on l'utilise. Donc ce qui va vous intéresser vous, c'est ça. Mais ça pour vous c'est facile puisque vous voyez, il n'y a pas de syntaxe particulière. Et puis cet usage-là que vous allez avoir de votre généricité. Et la plupart du temps, encore une fois, dans un premier temps, vous allez plutôt utiliser des classes génériques qu'en écrire vous-même. Enfin, j'ai peut-être mis un exercice, je ne me souviens plus bien dans les TD, mais le plus important, c'est de savoir les utiliser. Ça, vous allez les rencontrer assez régulièrement. Voilà pour la partie classe. Alors, ça termine... Quelle heure est-il ? Ça termine le chapitre sur les classes. Donc vous voyez, j'ai couvert ce que je voulais vous raconter sur les classes. Donc on est quand même allé assez loin sur les classes et sur ce qu'on avait en Java. Donc ce qu'il faut bien que vous gardiez à l'esprit, c'est la façon dont on manipule des objets. C'est assez simple. Il n'y a pas de syntaxe très compliquée là-dedans.
que vous vous souveniez un petit peu de comment on fait pour déclarer une classe en Java, c'est pas très compliqué non plus, hein, c'est juste une... si vous devez vous raccrocher à quelque chose que vous connaissez, c'est une structure en C dans laquelle vous allez embarquer des méthodes. Encore une fois, la seule chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'une méthode, c'est une fonction, mais qui est rattachée à un objet. Ça veut dire, ça c'est vraiment un truc qu'il faut que vous le gravez dans la tête, puisque chaque fois que vous êtes à l'intérieur de votre fonction, de votre méthode, vous avez accès directement à tous les attributs qui représentent l'état de votre objet. Vous n'avez pas besoin de les passer en paramètres, tout ça vous l'avez directement. Donc c'est vraiment la chose ce qui vous change en fait le plus par rapport aux fonctions habituelles. Et ensuite, je vous ai présenté des choses un petit peu plus avancées, la notion de métaclasse, la notion d'énumération et la généricité. On va rentrer maintenant dans quelque chose d'un petit peu plus délicat, les concepts objets, mais c'est surtout ça que l'objet va vous ajouter. C'est les concepts liés à l'héritage. Je vous l'avais expliqué très brièvement au début, l'héritage, c'est ce qui va vous permettre... Ouais, c'est un peu compliqué effectivement, classe-objet. Est-ce que... l'objet, c'est ce que tu vas manipuler, c'est toutes les variables que tu vas manipuler dans ton programme. Je laisse de côté tous les types primitifs, les int et tout ça, c'est des valeurs, c'est un petit peu différent. Tout ce que tu vas manipuler dans ton programme, quand tu vas vouloir faire des choses dans ton programme, tu vas manipuler des objets. Par exemple, quand tu manipules un point, ce sera plus facile avec un peu de support. Voilà, mes objets, c'est les choses que je vais manipuler dans mon programme. Oui, l'objet, c'est ce qui est créé à partir d'une classe. Et surtout, c'est ce qui va être actif pendant l'exécution de mon programme. Les classes, c'est quelque chose qu'on utilise pour créer des objets, mais ça n'a pas d'existence dynamique, c'est-à-dire au moment où le programme s'exécute, on n'a pas vraiment une vision de ces classes. Elles ne sont pas actives dans le programme. Ce qui est actif dans le programme, ce sont les objets. Par exemple, quand tu vas vouloir manipuler, je ne sais pas, des cercles parce que tu as fait un dessin et donc dans ce dessin, tu as des objets cercles, quand tu vas vouloir déplacer ce cercle, ce que tu vas faire, c'est que tu vas manipuler cet objet cercle. Pour manipuler cet objet cercle, tu vas le faire avec des opérations. Par exemple, tu vas faire cercle 1, qui est une référence sur cet objet cercle, et tu vas appeler la méthode translate dessus, qui va déplacer ce cercle. Et cet objet cercle, il contient, il est en relation avec un autre objet qui s'appelle un centre, qui s'appelle centre, qui est de type point, et qui peut aussi, lui, se déplacer, qui possède aussi une méthode translate. Et donc, ces deux éléments de ton programme sont des objets, c'est-à-dire c'est des choses qui sont actifs. Et ils peuvent s'échanger des messages, tu vois, le cercle, comme il veut se déplacer, il sait que ce qui le représente, c'est un centre, et donc il va dire au centre, déplace-toi. Donc ça, ce sont des objets. Mais pour créer ces trucs-là, pour créer un cercle particulier ou pour créer un centre, ce qui est un point particulier, il faut une définition, il faut expliquer au programme comment on peut créer ces objets. Et pour faire ça, on va le faire à partir d'un modèle qu'on appelle une classe. Donc la classe va te permettre, pour manipuler très concrètement en Java, pour ensuite manipuler ces objets, on va le faire avec des opérations, avec des méthodes. Donc par exemple, ça veut dire, j'appelle la méthode translate sur l'objet cercle. A l'inverse, si je regarde une classe, ça me définit ce que seront les objets à instance de cette classe. Donc par exemple, si je regarde le point parce que c'est le plus simple, ça me dit qu'un point, c'est quelque chose qui contient deux coordonnées, x et y. Donc quand je vais définir un objet point, quand je vais instancier un objet point, je sais qu'à l'intérieur de cet objet point, il y a deux valeurs, x et y, qui représentent les coordonnées de ce point. Et je sais aussi que, parce que dans la classe, j'ai dit qu'un point comportait une méthode translate,
je sais que sur l'objet point, je vais pouvoir appeler cette méthode translate. Donc la classe te définit ce que seront les différents points. Et les points eux-mêmes donc, sont les instances de cette classe, ce sont ce qu'on appelle des objets. Et évidemment, il peut y en avoir plusieurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs instances d'une même classe. Donc il faut voir la classe comme étant le modèle, le moule, qui va permettre de créer des instances, et ces instances sont les objets qui vont être manipulés dans le programme. Effectivement, ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux. Alors, je vous ai expliqué, je vais peut-être refaire... revenir rapidement là-dessus. Quand je vous ai parlé d'héritage, je vous ai expliqué que ce qu'on voulait faire, c'est être capable, et c'est l'un des apports importants de ces concepts objets, de ces langages à objets, c'est d'être capable de définir un type ou une classe par rapport à une autre. Et donc, de ne pas être obligé, quand vous voulez créer un second type ou une seconde classe qui est proche d'une classe existante, de ne pas être obligé de tout recopier. Par exemple, si j'ai défini la classe rectangle comme étant quelque chose qu'on peut déplacer et qui possède une origine et une fin, qui sont de type point, donc encore une fois, ça peut être les coordonnées du coin supérieur droit et inférieur gauche, peu importe. Et je voudrais bien définir la notion de rectangle plein parce que je voudrais faire des rectangles colorés dans mon application. Sauf que si je veux créer, si je n'ai pas cette notion d'héritage, pour faire un rectangle coloré, déjà un rectangle coloré c'est un rectangle, donc ça veut dire que dans mon rectangle coloré, je vais avoir mon origine et ma fin, je vais avoir mes deux points qui représentent les coordonnées, et je veux juste rajouter la couleur. Mais si je n'ai pas d'autre moyen, ce que je vais être obligé de faire, c'est de créer cette notion de rectangle, et puis de la recopier pour faire un rectangle coloré. Et donc je vais avoir une deuxième classe avec une copie quasi à l'identique de rectangle, puis dans laquelle je vais ajouter la notion de couleur. Et c'est évidemment pas pratique parce que quand vous dupliquez du code, vous êtes obligé ensuite de maintenir deux fois ce code, et donc si vous le dupliquez n, si vous le multipliez n fois, vous allez devoir maintenir. Chaque fois que vous faites un changement, vous allez devoir le faire à n emplacements. Ce qu'on veut éviter parce que c'est source d'erreur. Pour nous aider dans cette tâche-là, la programmation, enfin la conception orientée objet nous propose un concept qui s'appelle l'héritage. L'héritage va vous permettre de dire, moi ma classe c'est la même que celle qui existe déjà, à quelques exceptions près que je vais préciser. Donc, si rectangle 2D existe, quand je vais vouloir créer rectangle plein, je vais juste dire rectangle plein c'est un rectangle, donc ça c'est de l'héritage. Du coup, quand j'ai dit ça, ça veut dire que dans rectangle plein, il y a tout ce qu'il y a dans rectangle, les attributs et les opérations se retrouvent automatiquement copiés dans rectangle de plein, comme si vous l'aviez fait à la main, sauf que c'est fait automatiquement par le langage. Et je ne précise, je ne rajoute que ce qui est nouveau par rapport à un rectangle. Donc, en l'occurrence, une couleur, et puis le fait qu'on peut du coup fixer cette couleur, donc on peut colorier le rectangle plein. Si je reviens plus concrètement à ce que l'on retrouve pour faire ça dans le langage Java, vous allez découvrir une nouvelle syntaxe qui va apparaître dans la déclaration de la classe et qui va utiliser un mot-clé qui s'appelle extends. Vous allez pouvoir écrire des déclarations du type classe suivi du nom de la classe et puis préciser que cette classe-là est une sous-classe d'une autre. Et le mot-clé qui permet de faire ça, c'est extends. Alors il y a des contraintes là-dessus en Java. Je vous ai dit très rapidement au début que Java ne supportait pas l'héritage multiple. Ça veut dire que derrière extends, ici, là, vous ne pouvez avoir qu'une seule superclasse. Vous ne pouvez pas dire que votre classe est une sous-classe de plusieurs autres classes. Il n'y a pas d'héritage multiple. D'autre part,
Quand vous ne précisez rien, ce que vous avez fait dans vos premiers exercices, quand vous mettez juste le nom de la classe, enfin classe, le nom de la classe, automatiquement, le compilateur rajoute extends object. Object, c'est la classe la plus générale en Java. Je peux vous la montrer. Voilà. Donc la classe object, c'est une classe qui fait partie du package évidemment le plus standard que vous trouviez en Java, qui s'appelle JavaLang, et qui contient ce que tout objet en Java doit partager. Donc tous les objets ont les mêmes caractéristiques, les caractéristiques de object. Alors, je ne vais pas les détailler maintenant, je vais vous le faire un petit peu après, mais vous voyez, vous avez un certain nombre de méthodes, et vous pouvez être sûr que tous vos objets Java possèdent ces méthodes-là. Tous, sans exception, puisque la classe object, c'est la superclasse de toutes les autres classes en Java. Si vous ne précisez rien, automatiquement votre classe hérite de object. La conséquence de ça, c'est qu'une classe en Java va avoir une et une seule superclasse. Soit elle sera rattachée à object parce que vous n'avez rien précisé, soit elle sera rattachée à une autre classe, c'est-à-dire elle aura une autre superclasse qui elle-même sera rattachée plus ou moins directement à object. L'effet de l'héritage, imaginez ça comme un espèce de copier-coller automatique. Ça veut dire que automatiquement, la sous-classe se retrouve avec une copie de tous les attributs de la superclasse. C'est pareil pour la méthode, toutes les méthodes vont se retrouver dans la sous-classe, sauf que selon les modificateurs d'accès, selon le contrôle d'accès que vous avez placé sur les attributs, enfin sur les membres de la superclasse, vous n'aurez pas forcément accès à tout. Donc par exemple, si les méthodes sont publiques au niveau de la superclasse, automatiquement, elles font partie de l'interface publique de la sous-classe. Ça, c'est direct. Par contre, tout ce qui va être d'un autre niveau de contrôle d'accès sera plus ou moins accessible dans la sous-classe. Par exemple, je vous ai dit depuis le départ, vous utilisez des attributs privés. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire. Quand vous allez utiliser l'héritage avec des attributs privés, vous allez vous retrouver dans un contexte où la sous-classe n'aura plus accès directement à ces attributs, puisque ce sont les attributs de la superclasse en fait. Donc la sous-classe, comme tout le monde, devra passer par les méthodes de la superclasse pour modifier ses attributs. De même, si vous avez des méthodes privées dans une superclasse, vous ne pourrez pas les invoquer directement dans la sous-classe. Ça permet de bien encapsuler les choses, de déléguer à la superclasse tout ce que doit faire la superclasse et de garder dans la sous-classe tout ce qui est spécifique à la sous-classe. On ne manipule pas directement ce qui appartient à une autre classe, même quand on est sous-classe de cette classe. Les constructeurs, c'est un cas un petit peu particulier. Évidemment, vous allez avoir accès aux constructeurs de la superclasse dans la sous-classe. C'est nécessaire parce que justement, il va falloir ne serait-ce qu'initialiser les attributs de votre superclasse. Donc, dans le constructeur de la sous-classe, vous allez pouvoir appeler le constructeur de la superclasse. Par contre, en tant qu'utilisateur externe à cette classe-là, vous ne pourrez pas invoquer à partir d'une classe les constructeurs de sa superclasse. Ça, c'est quelque chose qui est interne à une classe. Oui, le masquage, je vous montrerai ça sur un exemple. Donc autrement dit, si je reprends mon exemple de rectangle, quand je vais vouloir définir une sous-classe, je vais définir mon rectangle plein en rajoutant simplement l'attribut qui m'intéresse, donc en l'occurrence la couleur, une méthode qui va me permettre de la récupérer, et puis modifier le constructeur, enfin en tout cas proposer un constructeur de rectangle plein qui initialisera tous les paramètres. Ça veut dire que ça permettra d'initialiser ce qui appartient à la superclasse, il faut bien que je le fasse, mais ça permettra aussi d'initialiser évidemment la couleur qui est nouvelle, qui est un autre attribut nécessaire dans mon rectangle plein. Comment ça se traduit en termes d'implémentation? Première chose, je vais représenter ce lien-là. Ce lien-là, en Java, qui se représente avec le mot-clé extends, et vous avez donc la classe avec son nom, rectangle plein, qui est une sous-classe, extends,
de rectangle. Donc ça, c'est la superclasse, ça, c'est la sous-classe que vous êtes en train de définir, et la liaison d'héritage est représentée par extends. Deuxième chose, quand vous êtes à l'intérieur de la classe, vous ne répétez pas, évidemment, ce qui est défini dans la superclasse. C'est l'objectif même de l'héritage. Ça veut dire, c'est pas parce que ici, il y a origine de type .2D et fin qui est de type .2D que dans rectangle plein, je vais recopier, je ne vais pas trouver origine et fin dans rectangle plein. Vous voyez, je ne le remets pas ici. Je ne rajoute que ce qui est nouveau, en l'occurrence la couleur. Donc ici j'ai couleur, dans l'implémentation je retrouve couleur. C'est la même chose pour le reste. Tout ce qui apparaît ici dans rectangle plein, toutes les opérations qui apparaissent sont automatiquement copiées dans rectangle plein sans que j'ai besoin de les ajouter. Donc comme elles sont publiques, vous voyez le petit rond vert ça signifie public, au niveau de rectangle plein, je vais automatiquement avoir une interface qui va être enrichie avec ces opérations-là. Sauf le constructeur qui est un cas un peu particulier. Donc, dans mon rectangle plein, je ne précise que ce qui est nouveau, c'est-à-dire ce qui va permettre de gérer la couleur. En l'occurrence, get couleur. Le cas du constructeur, c'est un peu particulier. Donc évidemment, je vais devoir, dans mon constructeur, initialiser un rectangle plein. Et un rectangle plein, c'est un rectangle, du coup il va avoir des coordonnées, enfin des points qui représentent les angles de ce rectangle, et il va avoir une couleur à initialiser. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le rectangle, et c'est encore montré sur le schéma ici, les deux attributs de rectangle sont privés. Ça veut dire qu'à l'extérieur du rectangle, je n'y ai pas accès directement. Donc, dans rectangle plein, je ne peux pas accéder directement à ces deux attributs. Et donc, comment je fais pour manipuler ces deux attributs? Je fais comme tout le monde, je passe par l'interface du rectangle. Et donc, comment le rectangle me permet d'initialiser son angle supérieur, inférieur droit et supérieur gauche? C'est en passant par le constructeur. Donc je ne fais pas exception, même si je suis dans une sous-classe de rectangle, pour initialiser sub gauche et inf droit, je passe par le constructeur. Et donc là c'est une syntaxe un petit peu spécifique, c'est un nouveau mot-clé que vous n'avez pas encore rencontré en Java qui s'appelle super, et qui permet de faire référence au constructeur de la superclasse. Donc ça marche dans les constructeurs. Ça. Donc, dans le constructeur de rectangle plein, j'invoque le constructeur de la superclasse, rectangle donc, et je lui passe les paramètres qui vont lui servir à initialiser ces attributs. Et donc moi, dans rectangle plein, je ne m'occupe que de la couleur. Et ça, c'est important. Hein. Quand vous créez une sous-classe, vous devez déléguer à la superclasse tout ce qu'elle gère habituellement. Ça veut dire que je ne vais pas m'amuser à modifier directement ces choses-là, puisque c'est le rôle de la superclasse. C'est elle qui fait ça, vous voyez. Elle est capable de gérer les différents attributs, et puis il y a des méthodes pour les manipuler. Donc si j'ai besoin de gérer la position de mon rectangle, je vais déléguer tout ça aux opérations de rectangle. Et en particulier, l'initialisation va être déléguée au constructeur de rectangle. Par contre, si c'est quelque chose qui concerne la couleur, c'est quelque chose qui concerne un rectangle plein et que je vais gérer. Donc si je retrouve mon constructeur, la couleur, bien évidemment, je vais la fixer ici, et je vais avoir des méthodes qui vont permettre de la manipuler. Donc, gardez ça en tête, c'est pas parce que vous n'avez pas accès aux attributs que c'est un problème, vos attributs sont privés, c'est très bien comme ça. Quand vous êtes dans une sous-classe, c'est juste qu'il faut passer, comme tout le monde, par l'interface qui vous est proposée pour manipuler ces attributs. Et c'est une bonne chose, parce que ça vous permet de découpler les éléments, de vraiment faire des classes qui sont pas indépendantes les unes des autres, parce que le lien d'héritage est quand même très fort, mais en tout cas, qui permettent de localiser de façon précise les différents traitements. Ici, ce qui concerne le positionnement des rectangles, c'est dans rectangle. Tout ce qui concerne la couleur, c'est dans rectangle plein. Alors, à l'usage, oui, là, il y a une petite subtilité. Le cas le plus simple, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire, c'est ça. Je veux créer un rectangle plein, donc je définis une référence, ici que j'ai appelée RP, qui est de type rectangle plein, et je lui affecte
un objet rectangle plein. Donc je fais new, rectangle plein, et ensuite au constructeur, je lui passe les paramètres requis. Donc ce qui est important, c'est qu'ici j'ai rectangle plein, et ici j'ai rectangle plein. Donc je manipule un rectangle plein avec une référence sur rectangle plein. Jusqu'ici, rien de particulier, c'est ce que vous faites depuis le début du semestre. La petite particularité, et ce que vous apporte l'héritage, c'est que je peux écrire, je peux définir une référence, je peux déclarer une référence sur un rectangle et lui affecter un objet qui va être, lui, de type rectangle plein. Donc là, je n'ai pas rectangle plein de ce côté-là. Là, c'est la superclasse. Et j'affecte à la superclasse, une référence sur la superclasse, une instance de la sous-classe. Donc faites attention à ça, parce que ça c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Le type n'est pas le même des deux côtés. Et tout n'est pas possible. L'héritage vous permet de le faire dans ce sens-là. Mais on ne peut pas faire l'inverse, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir affecter un rectangle plein, un rectangle. Ça va être interdit par le compilateur. Alors, il y a une raison. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pourriez imaginer un problème qui se pourrait arriver si j'autorisais à écrire rectangle de D plein égale new rectangle et ici n'avoir qu'un rectangle? Est-ce qu'à votre avis, il y a quelque chose qui pourrait poser problème? La réponse est oui, hein, mais quoi? Oui, exactement. Alors, le champ couleur est surtout l'opération qui permet de la récupérer. Parce que si c'est un rectangle plein, ça possède une opération getCouleur. Je l'ai définie ici. Donc ça veut dire que si c'est un rectangle plein, je peux faire getCouleur. Je peux écrire quelque chose que... je peux faire ça. Mais getCouleur, au niveau du rectangle, n'existe pas. Et encore pire, l'attribut couleur au niveau du rectangle n'existe pas. Donc même si j'essayais d'exécuter getCouleur sur un rectangle, quand j'essaierai d'accéder au champ couleur, à l'attribut couleur du rectangle, bien évidemment, ça ne marcherait pas. Autrement dit, si le compilateur vous laissait écrire des choses du type rectangle plein égale new rectangle, vous vous retrouveriez avec une sorte de rectangle plein incomplet, et où il y aurait des failles, si vous voulez, et donc quand on essaierait d'appeler certaines méthodes, le programme ne pourrait pas les trouver, et donc planterait. Donc évidemment, le compilateur ne vous laisse pas faire ça. L'inverse, évidemment, ne pose pas de souci, puisque l'interface du rectangle plein est plus riche que l'interface du rectangle, donc tout ce que vous pouvez invoquer sur rectangle est effectivement implémenté par un rectangle plein. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Une petite chose, par contre, qui est logique, mais qui est un petit peu embêtante, qui limite en tout cas ce qu'on peut faire, si vous avez une référence sur un rectangle plein, pas de problème, vous allez pouvoir appeler getCouleur, parce que dans l'interface de rectangle plein, on trouve getCouleur. La limitation, encore une fois, c'est logique quand on comprend les choses, mais c'est pas forcément trivial à identifier la première fois. Quand vous avez par contre une référence sur un rectangle, tout ce que vous pouvez invoquer sur la référence sur ce rectangle, ce sont les opérations du rectangle. Parce que le compilateur n'a qu'une vision statique des choses, le typage du langage Java est statique, donc lui, pour lui, tout ce qu'il voit, c'est que R est de type rectangle, et donc tout ce qu'on peut faire avec R, c'est ce qu'on peut faire avec un rectangle. Ça veut dire appeler par exemple getLargeur. Par contre, sur R, vous ne pourrez pas appeler getCouleur. Pourtant, R, en tout cas l'objet qui est pointé par R, qui est référencé par R, est bien de type rectangle plein. Donc on pourrait le faire. Techniquement, cet objet-là possède les capacités d'exécuter getCouleur. Mais les limitations du typage statique vont faire que vous ne pourrez pas invoquer getCouleur parce qu'on n'est jamais sûr, au moment de la compilation, que l'objet qui est pointé par R va bien être du type qui supporterait getCouleur. Donc, le compilateur est très prudent là-dessus. Il dit, bon, puisque R, on m'a dit que c'était un rectangle, tout ce qu'on peut faire avec R, c'est ce qu'on peut faire avec un rectangle. Donc, on peut appeler getLargeur, mais absolument pas getCouleur. Autrement dit, quand vous utilisez ce genre de choses, vous gagnez en souplesse, parce que
vous allez pouvoir gérer de façon homogène des objets de types différents. Je pourrais créer d'autres sous-classes de rectangles et tout manipuler par des rectangles. Donc ça, c'est assez pratique parce que j'ai pas besoin de différencier. Si c'est un rectangle plein, alors je fais comme ça. Si c'est un rectangle en volume ou je sais pas quoi, je le fais de telle façon. Si c'est un autre type de rectangle, je vais le faire encore autrement. Je le fais tout par intermédiaire de rectangles. Donc c'est assez pratique. Mais la contrepartie de ça, c'est que je ne vais pas pouvoir bénéficier, si je fais ça, des spécificités de chacun des rectangles. Donc, ce que je gagne d'un côté en souplesse, je le perds de l'autre en richesse des caractéristiques de mes objets. Je n'aurai pas le temps de faire ça, parce que je vais m'arrêter là pour ce matin. Ce que vous ferez pour la prochaine fois, vous réfléchirez un petit peu à cet exercice. Donc vous l'avez dans le cours ici. Juste avant le polymorphisme ici, vous avez ce petit énoncé. Donc vous essayerez de réfléchir à comment on peut définir, sachant que vous avez déjà le robot de défini, donc ne repartez pas de zéro. Considérez que le robot existe. Je ne sais pas si vous avez noté à quoi ressemblait le robot, mais considérez que le robot existe. Et essayez de définir transporteur et destructeur à partir de ce robot. Donc juste ces deux classes. Et donc définissez, faites ce petit exercice. Ça vous permettra de voir de façon un peu plus claire ce qu'est l'héritage. Voilà. Très bien, je m'arrête là pour aujourd'hui. Réfléchissez un petit peu à ça, regardez le cours pour la semaine prochaine, de façon à essayer de vous mettre ces notions qui sont un petit peu délicates dans l'esprit, puisque ce n'est pas des choses que vous avez déjà rencontrées. En C, par exemple, l'héritage ne faisant pas partie des notions que vous rencontrez en C, c'est sans doute la partie qui est la plus nouvelle pour vous, l'héritage, et c'est la plus compliquée en tout cas dans ce cours. Voilà, je vous remercie, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.